L'Imperium est assiégé d'horreurs. Les xénoespèces, trop nombreuses pour être comptées, sont déterminées à nous éradiquer. C'est seulement en nommant et en étudiant ces prédateurs que l'humanité peut prétendre à une chance de survie. Et par concours de circonstances, ou peut-être volonté divine, c'est à moi qu'il revient. Capitaine Janus Drake, libre marchand, stratégos major de la maison Drake, de codifier la myriade de dangers qui nous menacent. Dans les marges occidentales de la galaxie, j'ai bravé les puits cauchemardesques de la forteresse noire et les antres sans foi ni loi de sa plateforme orbitale, Précipice. Durant l'exploration de cet environnement traître, j'ai découvert des vérités cachées même aux plus savants des érudits de Terra. Ici, dans le premier ouvrage exhaustif de xénologie dans la galaxie, j'ai détaillé le terrifiant visage de notre ennemi. Et de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement du Liber Xenologis, observation depuis une forteresse noire de Darius Inks. Ça c'est l'auteur réel, et en fait l'auteur imaginaire, vous l'avez vu, c'est Janus Drake, qui est tout simplement une des figurines qu'on incarne dans le jeu Blackstone Fortress. Qu'est-ce qu'on va avoir là? On va avoir un magnifique ouvrage. Cet ouvrage, il est en ma possession, il est prêté, il m'a été confié par Ragnar. Gros merci à toi Ragnar, et je vais l'utiliser. Le but, c'est justement de faire de la xénobiologie sur les bases de cet ouvrage. Alors cet ouvrage, on peut regarder peut-être en mini unboxing. Alors il est en français, ça c'est d'autant plus important. Il est magnifique, vraiment. Là, vous le voyez peut-être pas, mais vous avez, vous voyez ici, donc bien sûr, une sorte de, alors pas vernis sélectif, mais de dorure. La pochette, la couverture qui est marquée, qui est creusée, qui est sculptée sur les reliefs, et ça donne vraiment un superbe ouvrage. Donc merci à toi Ragnar de me l'avoir prêté. Et du coup, on est parti pour une série de vidéos qui vont se passer sur les observations de Janus Drake lorsqu'il est dans la forteresse noire, la Blackstone Fortress, et on va retrouver bien sûr ce qu'on a déjà pu connaître un petit peu à travers le jeu, parce que dans le jeu vous avez des passages de lore. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je la ressortirai sans doute aussi sur Wargame Lore et ITV, une vidéo où justement on apprenait des choses sur la forteresse noire. Là on va apprendre des choses sur tous les xénos qui peuvent hanter cette forteresse. Alors c'est sympa parce qu'on en apprend aussi un petit peu plus sur la personnalité de Janus Drake, et puis on va voir que il se prend pour, il se prend pas pour, vous m'avez compris. Allez, on y va, on va regarder un petit peu ces pages-là, et puis j'espère que c'est une série qui vous plairait encore. Un gros merci, énorme merci à Ragnar Blackman qui m'a prêté son Liber. Je vais essayer d'en prendre soin. Alors ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment rédigé comme un livre à destination des savants de l'Imperium. Donc voilà, Liber Xenologis, observation depuis une forteresse noire, ou dissertation relative à la question et à la nature des races xéno, Elementa Physiologiae, Corporis Xenographia, j'aurais dû faire plus de latin. Une petite pensée, ce volume qui se veut une aide à l'instruction est respectueusement dédié au plus glorieux, le Seigneur, au commandeur de l'Imperium, Roboute Guilliman, en remerciant pour tout au cœur de difficultés extrêmes, ce qu'il a déjà fait pour nous encourager à l'éradication de ces galaxies de la menace xéno. Ce qui est amusant aussi, c'est que là on a ce blason avec des mots en français, un effort recherche-découverte. Donc c'est un bel effort d'avoir fait justement ce livre-là en français. Alors, note préliminaire, eh bien là on a notre hôte un petit peu pour ce voyage. Donc vous reconnaissez le personnage bien sûr, avec son épée, voilà, alors, je sais pas, sa fourrure, on va dire, sa créature. Je sais pas, peut-être qu'on apprendra justement ce que c'est que cette créature. En tout cas, voilà, j'aime bien cette image, un peu l'auteur, voilà, comme ça, penché sur son œuvre. En tout cas, il apprécie vraiment ce qu'il a fait. Ça, c'est quelque chose qu'on peut noter en fait à travers tout le bouquin, et qui est vraiment assez amusante. Donc pour nous mettre dans l'ambiance, je vous lis un petit passage. Mes notes, quoique glanées de manière informelle, m'ont permis de proposer l'ouvrage définitif sur les formes de vie xéno. Je pense sincèrement que ce traité deviendra la référence définitive en matière, définitive en matière de xénologie. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, eh bien, c'est un explorateur libre marchand qui a entendu parler, eh bien, qu'on avait redécouvert une forteresse noire. Alors, les forteresses noires, ce sont tout simplement ce qu'on appelle les Blackstone Fortress. C'est quelque chose qui est très ancien, dans l'historique de Warhammer 40 000, qui est très ancien aussi. Alors, je voulais dire, dans le jeu et dans l'univers, et aussi dans
enfin, comment le dire autrement, dans l'univers du jeu lui-même, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si ça date d'avant, peut-être même la formation de notre... Alors, peut-être pas la formation de galaxie, mais en tout cas d'une période qui remonte bien avant l'apparition de l'humanité et que ces forteresses ont été construites, ou est-ce qu'elles viennent peut-être d'une autre galaxie, tout simplement. Donc on peut imaginer comme ça que, bah voilà, soit une race antérieure encore, même aux anciens. Je pense qu'on est sur quelque chose peut-être tel que c'est présenté, qui peut être peut-être encore antérieur aux anciens, même si je crois qu'on a eu quand même des éléments d'information. Le fait qu'elle soit faite en octilite, par exemple, ça tendrait à faire penser qu'il y aura une notion avec les nécrons, ce genre de choses, parce que c'est quand même une ressource que eux utilisent beaucoup. Maintenant, j'ai pas retrouvé vraiment d'informations, j'ai pas réussi à être sûr de moi, donc je veux pas dire des choses qui seraient fausses, mais je sais que maintenant on est tellement entouré de gens qui connaissent très bien le lore que dans les commentaires, vous avez la réponse, vous regardez dans les commentaires, je suis sûr que quelqu'un est déjà en train d'écrire la réponse. Donc les Blackstone Fortress, peut-être issus des anciens des Nécrontyres, peut-être, je sais pas. Et voilà, en tout cas, l'Imperium lui-même ne sait pas d'où proviennent ces forteresses. En tout cas, ces forteresses, elles ont été utilisées déjà, que ce soit par l'Héréticus Astartes, donc typiquement Abaddon, hein, on l'a vu, parce qu'il y a une de ces forteresses qui s'est crachée sur Cadia, et elles ont toutes disparu dans la guerre gothique, sauf justement celle qui sont, sauf celle qui s'est retrouvée dans les marches occidentales, ici dans cette zone-là, et qui est vraiment très particulière. Pourquoi? Parce que c'est une zone où toutes les espèces cohabitent. Alors, c'est une facilité de scénario tout simplement pour pouvoir vous proposer de jouer avec différentes entités, mais c'est quelque chose qui est très rare dans l'Imperium, voire un cas unique de coopération, c'est un grand mot, mais on peut dire peut-être coopération, ou en tout cas de pacte de non-agression entre les espèces de la galaxie. Alors bien sûr, on va pas trouver des espèces extrêmement belliqueuses telles que les tyrannides, pas ouvertement en tout cas en train je sais pas s'il y a des tyrannides, on verra peut-être, hein, parce que je n'ai pas encore tout lu, hein, il y a quand même beaucoup de choses, donc on va le faire au fur et à mesure. Vous savez que j'aime bien découvrir le livre en même temps que vous pour pas me spoiler sur ce qui peut se passer. Les orques non plus, a priori. Par contre, eh bien, tout le reste, même les Drukhari, vous voyez, on a des choses avec les Drukhari, donc c'est quand même assez important. Et pourquoi? Parce que en dessous, accroché un petit peu comme un parasite à cette station qu'est la Blackstone Fortress, eh bien, on a un amalgame de vaisseaux qui s'appelle Précipice. Donc c'est une station spatiale qui a été construite avec des restes d'épaves, voilà, qui sont amalgamés ensemble, de différentes factions, différentes races, pour permettre cette place un petit peu de libre-échange. Alors, ce qui est important de noter, c'est que cette forteresse, elle est hostile aux explorations. Les gens ne sont pas forcément les bienvenus, même si je sais que dans le jeu Blackstone Fortress, dans certains passages de l'histoire, il donnait des petites pistes en disant que peut-être la forteresse, elle se faisait plaisir justement à attirer les gens vers elle et à les étudier aussi, et que cette forteresse, elle se faisait étudier par toutes les espèces, mais qu'elle était elle-même aussi en train d'étudier les espèces de cette galaxie. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez riche. Après, j'avoue que j'en ai pas lu beaucoup plus. Je sais qu'il y a un bouquin, mais j'ai même un doute. Je sais pas si j'ai lu ce bouquin ou pas. Je crois que j'ai lu des choses, mais ça remonte quand même à pas mal d'années maintenant. On est sur peut-être du 6 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc j'ai du mal à me rappeler vraiment. Mais je crois me rappeler qu'il y avait un roman qui était sorti là-dessus. Et au fur et à mesure, de toute façon, dans ce qu'on avait, peut-être dans le White Dwarf ou dans les extensions elles-mêmes, on avait des informations comme ça. Alors, donc lui, tout simplement, il a entendu parler de ces Blackstone Fortress et puis il a suivi en fait ces rumeurs. Donc il est arrivé avec son magnifique vaisseau, l'Astra Drake, je crois que c'est comme ça qu'il le nomme. On va le voir après. Donc ça, c'est la table des matières, c'est le sommaire. Ce n'est pas qu'une aventure, c'est-à-dire que c'est vraiment un traité de xénobiologie, donc on va avoir des remarques sur les différentes espèces. C'est assez amusant et ça permet aussi qu'on ne soit pas dans un roman, c'est-à-dire que vous ne soyez pas en tout cas dans l'attente. Alors j'espère que vous êtes dans l'attente quand même de la suite de la prochaine vidéo, mais en tout cas c'est pas la porte s'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent et sur des remarques qui peuvent justement, moi c'est ce que j'adore et c'est ce que je vais vous proposer, c'est ça
ouvre votre esprit, notre esprit, et on se dit mais oui, mais pourquoi pas, et qu'est-ce qu'il veut dire par là, et est-ce que ce serait pas une piste pour que, etc., etc. Ça, c'est le genre de choses que j'aime vraiment vous proposer, et c'est typiquement cet ouvrage qui va me permettre aussi moi, de vous proposer des choses. Donc là, vous avez une image ici comme ça de ce qu'est le précipice. Donc c'est l'ensemble de petits vaisseaux qu'on a juste ici. Donc la Blackstone, elle est entourée de tout un tas d'épaves. Donc on peut imaginer que soit il y a une guerre stellaire, soit elle-même, elle va détruire les vaisseaux qui sont trop importants pour sa propre protection. Alors les Blackstone Fortress, il faut noter aussi que, aussi incroyables soient-elles, aussi puissantes soient-elles, elles ont toutes été détruites par des forces humaines. Donc il y a quand même possibilité, la galaxie reste une menace quand même pour les Blackstone Fortress, et même celle-ci. Il nous explique que dans un premier temps, il se montrait tout d'abord méfiant vis-à-vis des rumeurs, prétendant qu'on avait trouvé une forteresse noire, à la frontière même de l'Imperium, mais qu'au fur et à mesure, eh bien, il a réussi à trouver une carte, voilà, qui l'amène justement à cette forteresse. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a tout un tas de petites annotations, pardon. Donc, alors, profitant d'une visite ambassadoriale à la comitissa de la maison Métastasio, j'ai repéré une carte stellaire qui prétendait indiquer l'emplacement de la forteresse et décidé d'enquêter par moi-même. Petit astérix, j'ai cru comprendre que le comitas prétendit que j'ai pris la carte sans sa permission. À tous ceux qui entretiennent ces colonies pénibles, je suggérerais qu'ils comparent le comportement récent de votre serviteur avec celui de la comitissa. J'ai bravé une forteresse noire au nom de l'empereur et rédigé ce traité révolutionnaire ordonnant de ma personne et de celle de la maison Drake. Donc vous verrez que ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Le personnage, il se met vraiment en avant, en tout cas il a ce côté noble, aristocratique on va dire peut-être, ou caricatural, hein, toujours, hein, pour ceux qui sont de cette famille-là, mais en tout cas c'est vraiment assez plaisant, et c'est une bonne idée, c'est une très bonne idée de l'auteur. Donc la Comita a quant à elle donné plusieurs balles. Ce sont des événements mondains que même les natifs incultes des marches orientales ont décrits comme pervers et à la limite de l'hérésie. On va explorer des systèmes de croyances moins rigides. Voilà ce qui est prêché par ces maisons. Donc attention, avant de me juger comme étant un voleur, alors que j'ai à cœur, j'ai ma mission divine qui est de cataloguer tous les xénos, eh bien regardez un petit peu ce que les autres disaient. Voilà. Bon, ça c'est tout le passage un petit peu sympathique qui nous met un petit peu dans l'ambiance. Alors, on va nous présenter ensuite les habitants de la forteresse noire. Et oui, parce qu'en fait cette forteresse noire, elle a ses propres autochtones. Et les autochtones, c'est tout simplement ces droïdes là. Alors comment ils sont appelés? Les drones, ouais, drones. Voilà. Donc on nous dit que, déjà pour présenter un petit peu l'intérieur des forteresses, c'est des choses qui sont continuellement en mouvement, c'est-à-dire que la géographie va changer, la construction, l'architecture des forteresses noires va changer, c'est-à-dire qu'un jour, vous entrez dans une pièce avec un sas de transfert qui permet d'être de précipice à la forteresse noire. Vous voyez, précipice, c'est la station qui a été construite par les espèces de notre galaxie. Ça ressemble vraiment à Mass Effect, hein, si vous connaissez avec la citadelle, on a un petit peu ce côté-là. Moi, ça m'a vraiment fait penser à ça, comme c'est postérieur à Mass Effect, je me demande même si les auteurs ne se sont pas dit on va se faire plaisir, on va copier un petit peu ce genre de choses-là. Alors dans Mass Effect, les créatures, je ne sais plus comment ils s'appellent, les créatures qui font fonctionner la citadelle ne sont pas hostiles ouvertement, tant qu'on ne les dérange pas, alors que là, les drones, eux, sont hostiles ouvertement. À partir du moment où les drones détectent que ce soit une forme biologique ou une forme mécanique, typiquement vous avez envoyé aussi un robot d'exploration, eh bien tout va être détruit et ils marchent vraiment un peu comme des anticorps qui sont là pour protéger la Blackstone Fortress. La Blackstone Fortress, je vous disais que son architecture était changeante. Alors elle est faite en octilite, matière qui est inconnue dans la galaxie, du temps, et qui a des propriétés très changeantes, et on ne peut pas établir une carte, et au fur et à mesure de votre avancée, tout est un piège. Pourquoi? Parce que les escaliers peuvent se transformer en rampes, les murs peuvent se transformer en une sorte d'hachoir pour venir vous écraser, les colonnes peuvent se transformer en humanoïdes sans visage qui viennent essayer de vous détruire. Donc on peut même se demander comment il survit tout simplement. Si vous avez vu les films Cube, dès qu'on rentre dans un couloir, on peut se faire écraser. Donc là, c'est toujours un petit peu, encore une fois, la limite. On vous dit que tout l'environnement lui-même est un piège incroyable, mais les gars peuvent quand même se balader, et puis voilà. Alors, chose qui est assez importante aussi à noter, c'est que pour aller d'une zone à une autre, vous avez les lève-mag. Voilà, les lève-mag, c'est des chambres de transport qu'on utilise pour se déplacer dans la forteresse. C'est-à-dire typiquement des sortes de
comment appeler ça, ascenseurs ou plateformes en fait qui vont d'une zone à l'autre. Voilà. Et puis voilà, en tout cas, vous voyez cette vision là où on est sur des plans différents, où la gravité ne fonctionne pas de la même façon en fonction d'où on est dans la pièce. Ça aussi, c'est assez symptomatique. Tel que ça va se présenter, ça va toujours être un peu ce schéma de construction, c'est-à-dire que vous avez drone pyramide, voilà, Vigilis triangulus, nomenclature. Un rapide aparté sur la taxonomie, j'ai employé une forme de nomenclature binominale basée sur les systèmes proposés dans le Xenographis Universalis de Wolfenbüttel. Ce n'est bien sûr que pas le seul système de nomenclature en usage, mais il est à mes yeux le plus logique. Voilà. Donc on va retrouver à chaque fois cette chose-là. Alors on a des petits numéros comme ça pour représenter. Je trouve ça amusant parce que on a ce côté un peu à l'ancienne en fait, vous voyez, comme si on avait un traité vraiment de biologie tel que nos parents, arrière-grands-parents avaient pu l'avoir à l'école avec les petits graphes comme ça, la façon dont c'est la police qui est utilisée aussi, c'est assez intéressant. Puis on va voir à chaque fois ce schéma pour les différentes espèces xéno qu'on va rencontrer. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses. Alors je vous disais tout à l'heure qu'il les comparait justement à des anticorps, mais ce qui est amusant, c'est que la façon dont c'est présenté, on a l'impression que le côté anticorps, eh bien ce n'est plus qu'une croyance au 41e millénaire et que du coup la médecine a bien évolué. Et ça c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on nous parle rarement de la médecine dans Warhammer 40 000. Dans l'lore de Warhammer 40 000, on nous parle des croyances technologiques, c'est-à-dire que l'Adeptus Mechanicus croit qu'il y a un esprit dans la machine, oui, il y a un esprit dans la machine, et qu'il faut faire des prières pour que les choses fonctionnent. Et en fait, on passe assez souvent à côté du côté un peu soigner les infections, les maladies. Et en fait, là, il nous dit elles agissent comme les corpuscules du flux sanguin d'un organisme en bonne santé. Et la notation, c'est, je me réfère bien sûr à la fameuse hypothèse anticorpeur, donc anticorps, hein, mais anticorpeur du Magos Verbin, dans lequel il prétend que des petites molécules bénignes dans notre sang défendent le corps humain de microbes malveillants. Et vous voyez là, son incompréhension des systèmes immunitaires humains, c'est assez parlant sur l'obscurantisme qu'il peut avoir et qui peut régner à cette époque-là, parce que quelque chose qui nous paraît complètement évident, c'est-à-dire que dans notre corps, on a des anticorps, justement, qui luttent contre les organismes extérieurs, et bien là, pour lui, eh bien, ce n'est qu'une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui n'est pas dénuée de sens, malgré tout. Mais c'est assez amusant d'être dans un univers futuriste avec la téléportation, des armes énergétiques, du plasma, du déplacement à travers les champs warp, des boucliers, enfin tout ce qu'on peut imaginer, des bioniques aussi, ou enfin tout simplement le fait de pouvoir faire bouger son bras aussi, enfin les pouvoirs psychiques, tout ça, et que quelque chose aussi simple que les anticorps, ce soit qu'une hypothèse. Vous voyez, ça c'est quelque chose que je tenais à noter. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Que ces organismes, dès qu'ils rencontrent une forme de vie ou quelque chose d'animé, eh bien, ils vont essayer de l'attaquer. Alors, ils vont l'attaquer au corps à corps, ils sont faits en optilite aussi, donc assez dur à détruire. Malgré tout, ils ont à chaque fois une optique qui est très caractéristique, qui est en la plupart du temps leur point faible. Et ce qui est amusant aussi, et c'est ce qui va crédibiliser un peu l'ouvrage, c'est que le but de cet ouvrage, c'est pas juste la connaissance, mais c'est la connaissance pour la destruction. Le seul but de Drake, c'est de réussir à donner les clés pour abattre plus facilement, anéantir plus facilement tous les xénos. Et c'est ce qu'on va retrouver, parce qu'à chaque fois, il nous dit, voilà, enfin ça se termine toujours plus ou moins comme ça, viser le roi unique est une tactique que j'ai employée plusieurs fois avec efficacité. Je recommande vivement toute tentative... Alors, je recommande vivement d'éviter toute tentative de diplomatie. Ça, c'est amusant aussi. Mais on a cette notion-là, donc ça a quand même un sens. C'est comment apprendre à se battre contre justement ces adversaires-là. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va dire de plus après? Les drones gardiens, alors qu'ils s'appellent les Vigilis Maximus, qui était sorti avec une extension. Donc ce qu'on apprend aussi, c'est que au fur et à mesure, eh bien, il y a un changement qui s'opère au sein de la Blackstone Fortress. Donc on verra si au fur et à mesure de l'ouvrage, l'histoire de la Blackstone Fortress avance aussi. Encore une fois, je vous le dis, je ne l'ai pas lu. J'ai essayé de ne pas me spoiler, je feuilletais un petit peu voir comment c'était, mais pour pas encore une fois savoir des choses, faire semblant que je ne les connaisse pas. Et
vraiment me lâcher sur les hypothèses, mais ce qui serait vraiment intéressant, c'est que justement, on découvre aussi la Blackstone Fortress, qui peut être aussi comparée à une sorte d'organisme. On peut imaginer que tout simplement, l'organisme majeur, la maman de tout ça, c'est la Blackstone Fortress elle-même, et qu'elle est aussi une entité, ça me paraît complètement cohérent. Donc en apprendre plus sur elle aussi, ce sera pas mal. Alors, la Fortress Nord est intrinsèquement protéiforme et imprévisible, mais semble s'être exacerbé lors de mes expéditions les plus récentes. Et ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure que des espèces arrivent et explorent la Blackstone Fortress, elle va mettre en place des défenses de plus en plus robustes, telles que les drones gardiens. Alors les drones gardiens, ils vont avoir un effet sur les drones pyramides, parce qu'ils vont les rendre plus belliqueux, plus extrêmes dans leur mouvement, plus difficiles à toucher. Et là, en l'occurrence, sa constatation, c'est qu'il faut concentrer ces tirs d'artillerie lourdes et des armes à plasma, qui sont des méthodes réputées pour être efficaces. Mais l'arrivée de ces sentinelles colossales au cours d'une expédition est le signal qu'il est temps d'envisager de changer d'itinéraire. Typiquement, ne pas chercher à rentrer en combat. Un passage qui est intéressant aussi, c'est qu'il a essayé pour les étudier de capturer un drone. Donc il a, alors je ne sais pas par quel moyen, mais réussi à empêcher un drone de se débattre, et il l'a capturé pour aller l'étudier en dehors de la forteresse, sauf que eh bien, les LevMag, donc les ascenseurs qui permettent d'aller d'une pièce à une autre, ont cessé de fonctionner. À partir du moment où eh bien, le drone était capturé, eh bien, il ne pouvait pas revenir avec. Donc on sent vraiment aussi que le but de la Blackstone Fortress, c'est qu'on ne puisse pas faire du reverse engineering, c'est-à-dire réétudier aussi les drones. Donc ça, c'était assez amusant. Alors il nous reparle aussi du passage, je ne sais pas si c'est là ou si c'est un petit peu après, il nous dit que lors de ce passage, il s'est retrouvé donc dans l'ascenseur avec le drone, et que eh bien, il y a un Drukhari qui passait par là. Incroyable, et que, eh bien, au final, le drone a préféré attaquer le Drukhari parce que sans doute il représentait une plus grande menace. Et bien sûr, je sais plus où c'est, j'aurais bien vous le relire, mais je vais essayer de vous le retrouver quand même. Donc, par chance, un corsaire Drukhari qui passait par là s'est avéré être un mets encore plus appétissant pour le drone. Je serais bien venu en aide au Drukhari si je n'avais pas reconnu le sinistre sire. Il s'agissait en effet d'un arrogant efflanqué qui s'était permis de me qualifier de grossier Moncave. Moncave, c'est le nom que les Eldari donnent en fait aux humains. Quelques jours à peine auparavant, je suis parti du principe qu'il préférait s'occuper du drone d'élégante manière plutôt que s'abaisser à combattre à mes côtés. Et je l'ai donc laissé à son sort. Voilà. Ce passage m'avait bien plu pour donner justement encore une fois le cadre en fait du personnage. Alors là, on va reparler un petit peu des croûtes. Donc, il connaissait bien sûr l'existence des croûtes, mais eh bien, vivre dans la forteresse avec certains d'entre eux a permis de développer considérablement ses connaissances et surtout le respect qu'il peut avoir pour cette espèce xéno. Donc, il a rencontré eh bien, Dayak grec, je ne sais pas comment on dit en croûte, mais qui est justement une des figurines que vous avez dans Blackstone Fortress. Donc peut-être que ça va vous donner envie de rejouer à Blackstone Fortress, peut-être que ça va vous donner envie de repeindre ces figurines ou quoi qu'est-ce, mais en tout cas, il va nous expliquer eh bien, du coup sa rencontre. Alors, j'ai fait la connaissance d'un spécimen du nom de Dayak. La chose était blessée et en train de se faire torturer par un groupe de mercenaires andusiens. Le bien-être du croûte m'apportait peu, mais les mercenaires avaient fait l'erreur de remettre en question ma généalogie et malgré mon sang-froid habituel, je n'ai pas pu laisser passer l'affront. Après avoir enseigné les bonnes manières au soudard, Grec a décidé par quelques convictions étranges qu'il m'était redevable à vie et qu'il devait me protéger. Et en fait, c'est comme ça du coup, il s'est retrouvé à servir Drake, et Drake a pu, à son contact, en fait, il a accepté les choses parce que, bon, déjà, c'était une aide, c'est toujours bon. Enfin, il nous dit, j'ai bien sûr pas besoin qu'on me défende, hein, je sais me défendre parfaitement tout seul, mais je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour en apprendre un peu plus sur les croûtes. Et c'est vrai qu'il a appris forcément énormément de choses sur les croûtes. Alors, déjà, première chose, bien sûr, c'est leur biologie, on va dire. Donc, on sent que c'est dérivé d'une espèce un peu aviaire avec ce bec. Ce qu'on nous apprend, c'est que les crêtes qu'ils ont derrière eux, eh bien, c'est un organe sensitif. Et souvent, Drake a pu observer que quand il y avait un danger
imminent, même avant de le voir, eh bien, il y avait un petit frémissement dans cette coiffure. Par contre, le croûte n'en parle pas, donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas trop en parler, mais tout ce qui est excroissance aussi sur les côtés, vous voyez ce qu'il y avait sur les cuisses, sur les flancs ici, là, eh bien, ces organes, en fait, sont reliés plus ou moins au côté olfactif des choses, et avant d'avoir une visu, eh bien, il y a ce sentiment qu'une menace approche, et c'est ce qui permet aux croûtes d'être assez alertes. On apprend aussi que les croûtes sont très résistants et que ils sont beaucoup plus costauds qu'un humain classique, voire même qu'un ogrine. Il nous raconte un passage où en fait le croûte a fait un bras de fer avec un ogrine et qu'il lui a explosé le bras et qu'après il a simplement mangé son bras, tout simplement. Bah oui, hein, tu perds un bras de fer, tu te fais manger ton bras, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est comme ça, monsieur. Alors un petit passage qui est marrant, c'est que je précise que je n'ai pas oublié la prééminence de l'humanité et l'infériorité inhérente des Xénos, mais je reconnais que Greg est devenu l'un de mes partenaires les plus fiables au cours de mes expéditions dans la forteresse, lorsqu'il daignait parler. Oui, parce que forcément, pas beaucoup de façons de s'exprimer. Alors, on va avoir un petit peu différentes choses sur les croûtes. Donc, Croûtis aviana, ceux qui vont se rapprocher un peu du côté bipède, parce que bien sûr, vous connaissez après, vous savez ce qu'il va y avoir après, mais là, on a ce penchant-là. Alors, de quoi ça vient? Ça vient du fait que les croûtes, ils ont cette capacité, vous le savez déjà, c'est des carnivores, on les appelle les carnivores croûtes, parce que ils peuvent assimiler l'essence même des constituants d'un être en les mangeant. Ce qui veut dire qu'ils peuvent manger de préférence des espèces très évoluées pour acquérir une part de leur connaissance. Alors ça paraît assez extraordinaire, mais en fait, les espèces marines ont aussi cette capacité-là. Ça, c'est quelque chose qui est assez important de noter, qui est très peu utilisé dans le lore, mais un Space Marine peut s'approprier la mémoire d'un individu, d'un ennemi qui vient de terrasser en le mangeant, tout simplement, en mangeant une partie. Donc les croûtes ont cette capacité-là, et cette capacité-là va plus loin parce qu'en fait, ils peuvent même intégrer des évolutions en fonction de ce qu'ils mangent. Et c'est pour ça que les croûtes peuvent se permettre de manger un peu tout, n'importe quoi, mais pas n'importe quoi dans le sens où, attention, parce que ce qu'ils vont manger, tel que nous, hein, aussi, hein, enfin, là c'est à son paroxysme, s'ils mangent une nourriture de mauvaise qualité, eh bien ça peut dégrader aussi leur capacité. Et il ne faudrait pas qu'ils s'approprient en fait des gènes qui soient dégradés ou des capacités qui soient inférieures à celles qu'ils ont naturellement. Le but, c'est bien sûr une sorte d'eugénisme, c'est-à-dire favoriser la reproduction des individus les plus puissants, et par là améliorer l'espèce dans son ensemble, faire en sorte que, bien sûr, les forts survivent et les faibles voilà, n'ont pas voix à l'existence, hein, tout simplement. Mais en tout cas, là, ça me refait rebondir, parce que c'est vrai qu'on a parlé pas mal de sexualité sur les Eldari. Là, sur les croûtes, en tout cas, il n'y a rien du tout sur leur mode de reproduction. Donc, on ne sait même pas s'il y a des femelles croûtes. Je ne sais pas si j'ai lu déjà des choses sur des femelles croûtes, peut-être. Peut-être que... Qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu un roman où il y avait une sphère de guerre croûte, et peut-être qu'il y avait un individu qui était une femelle à ce moment-là, mais... En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose... Vous allez dire, ouais, le mec, il est obsédé. Mais oui, bien sûr, je suis obsédé. Mais au-delà de ça, le problème, c'est que je trouve que ça manque quand même de contexte, en fait. Comme on n'a pas ce contexte-là, ça fragilise un peu le côté réel de l'univers. Parce que... une race, il faut qu'on sache un peu comment elle fonctionne globalement pour qu'on puisse se les projeter. Et là, en fait, on a vraiment que le côté guerrier, que le côté comment ils se nourrissent. Et je pense que ça peut être hyper intéressant si on dit par exemple que on a des parentés, qu'ils les élèvent, Vous voyez, on peut aller sur des trucs assez sympas, comme par exemple, imaginer que une couvée, on va dire, de croûtes va avoir peut-être 10 individus et qu'il y a une pratique qui fait en sorte que les 10 individus doivent se battre ensemble et seul le survivant, enfin un seul sera survivant, c'est celui qu'on va élever. C'est à partir de ce moment-là qu'il acquiert le rang. Enfin, vous voyez, on peut imaginer des choses comme ça et je pense que ça enrichirait beaucoup les choses. Et voilà. Bon, en tout cas, on n'a toujours pas plus d'informations que ça. Donc, on nous apprend aussi qu'en discutant avec un émissaire Tau, eh bien, il a appris que tous les croûtes étaient originaires d'une planète qui s'appelle Pech, P-E-C-H, Pech, Pic.
Speck, et que au fur et à mesure, eh bien, elles se sont répandues dans la galaxie et que les souches génétiques se sont spécialisées en fait. Donc on va avoir, bah là on a quelques illustrations, vous voyez, avec celle-là beaucoup plus aérienne, celle-ci on va dire un petit peu plus aquatique, hein, on peut l'imaginer un petit peu comme ça, et que à tel point que certaines souches en fait deviennent différentes et qu'on ne soit pas sûr qu'ils puissent encore être qualifiés de la même espèce. Alors c'est pas très clair, c'est assez succinct, mais on n'est pas sûr qu'ils puissent encore être ensemble, donc à voir. Autre aspect qui est assez sympa, c'est sur leur façon de se comporter. Donc on nous dit que la diplomatie est quelque chose qui est complètement étrangère et qu'on ne peut pas leur apprendre les bonnes manières. C'est-à-dire qu'ils vont couper les interlocuteurs quand ils parlent directement et que l'hygiène corporelle n'a aucune importance. C'est-à-dire que typiquement ils ne se lavent pas et ça va même plus loin parce qu'en fait ils élèvent leurs parasites. Donc sur leur corps ils ont des insectes, des petits parasites et en fait ils s'en servent à la fois d'animaux de compagnie et à la fois de garde-manger et que parfois bah, ils les entretiennent et qu'ils ont des petites cages sur lesquelles eh bien, ils les retiennent prisonniers sur leur corps pour qu'ils puissent s'en reproduire et comme ça ils ont un écosystème en fait à portée de main. Alors on peut imaginer que c'est assez pratique, hein. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner sur un humain. Voilà. Bon voilà, mais en tout cas chez les croûtes il y a ce côté sympa, donc c'est pas mal parce que là pour le coup vous voyez on apprend quelque chose d'un petit peu plus on va dire biologique, on n'est pas sur juste leur façon de se battre, ok ils sont forts, ils peuvent casser le bras nanogreen, ok, mais cette petite particularité là, je trouve qu'elle est sympa et j'espère qu'au fur et à mesure, on aura beaucoup de petites notes comme ça, plutôt que simplement ils sont forts, ils sont résistants, ils peuvent régénérer, ils survivent aux blessures, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Alors avant qu'on voit les autres espèces de croûtes, eh bien, la recommandation quand même, c'est de faire de la diplomatie avec eux et de les corrompre, enfin en tout cas de les acheter en tant que mercenaires, parce que ce sont quand même des durs à cuire et c'est des guerriers qu'il vaut mieux avoir de son côté, parce qu'à partir du moment où on a payé suffisamment, mais raisonnablement, ils vont se battre bec et ongles justement avec vous et que c'est quand même beaucoup plus sympathique plutôt que de lutter contre eux, sachant que c'est des adversaires qui sont quand même assez redoutables. Donc là, pour une fois, ils préconisent plutôt eh bien, de faire un peu comme les taux et même si on les considère comme une race inférieure, ce sont des sales xénos qu'il faut éradiquer, si on peut simplement plutôt leur donner des petites ressources et qu'en échange ils viennent se battre pour éradiquer les autres sales xénos en face, eh bien c'est quand même une solution qui est plus avantageuse. Alors après les autres croûtes qu'on connaît, eh bien on les a dans le codex Tau, hein, donc vous savez, donc le Croûtox, alors on les a pas tous dans le codex Tau, le Knarlock il n'y est pas, mais c'est la grosse bestiole qui est sortie chez Forgeworld, là je vous mets l'image, il y en a plusieurs, des chevaucheurs, il y a des grands Knarlock, etc. Oui Greg, je pense à toi quand je pense Knarlock, c'est le mec, tu m'as marqué, voilà, c'est comme ça. Donc les Croûtox, ça c'est, ce sont en fait les porteurs d'armes lourdes, pourquoi? Parce qu'ils ont régressé mentalement, c'est-à-dire qu'ils ont perdu l'usage de la parole et les autres croûtes les utilisent un peu comme des sortes de bêtes de somme ou typiquement comme des porteurs d'armes lourdes. On ne sait pas pourquoi, sans doute en fonction de ce qu'ils ont mangé, ça les a fait évoluer dans des caractéristiques plus robustes, mais avec ça, ils ont perdu leur capacité sociale, même si, bon, on imagine que les croûtes, c'est pas ce qu'il y a de plus sociaux, mais malgré tout, il y a quand même cette référence, cette chaîne de commandement qu'il peut y avoir, cette scène de respect. Là, avec les Croûtox, il n'y a plus de tout ça. Les chiens croûtes, eh bien là, on a un amalgame de chiens et d'oiseaux, voilà. Toujours, on va avoir les traits caractéristiques avec ces petites crêtes là justement qui permettent de dénicher les adversaires, de savoir où aller chasser. Donc ce sont des chasseurs assez vifs. La plus grande menace qui représente une meute de chiens croûtes pèse sur le moral. Ils sont capables de vous charger à une vitesse ahurissante et poussent en le faisant des hurlements terrifiants. Il faut des nerfs d'acier pour les contenir, ainsi que des armes laser décentes, bien sûr. Voilà. Et ensuite le Knarlock. Donc le Knarlock, c'est encore plus gros que les Croûtos, mais c'est encore plus stupide. Mais ce n'est pas du tout dangereux tant qu'on ne vient pas les exciter ou que les cavaliers qui sont dessus ne viennent pas les exciter. Toutefois, comme mentionné précédemment, acheter les services des croûtes s'avère une meilleure tactique que de lutter contre les Knarlock. On nous dit que voilà, ce sont des grosses poupoules faciles à piéger. Voilà. Ah, une chose dont j'ai pas parlé, qui était assez sympathique, il nous apprend aussi comment en fait ils construisent leur habitat. Les croûtes, c'est tout simplement en mâchant du bois et en le recrachant. Voilà. Et ils font en fait comme ça une construction, et comme ils ont cette capacité à ingérer en fait des éléments et à s'en faire plus ou moins une possession, ils ont la capacité en recrachant les choses de pouvoir
eh bien, créer une sorte de réseau de communication à travers leur habitation. C'est-à-dire que leur habitation leur permet de se coordonner plus efficacement, de la défendre plus efficacement. Et ça, c'était quand même un point qu'il fallait pas passer sous silence. Et du coup, voilà, alors on peut imaginer ça, c'est un petit peu... Voilà, c'est aussi toute la limite, c'est qu'on n'a que quelques lignes, donc après on peut imaginer les choses, mais voilà, peut-être que, eh bien, en ingérant les choses, il y a une partie de leur esprit qui ne se situe pas que dans le cerveau, on va dire, et qui est recraché, amalgamé avec le bois, mélangé avec les autres individus, et que ça fait comme ça une sorte de réseau de communication. Voilà, mais c'est une particularité que je connaissais pas et que j'ai découvert justement avec cet ouvrage. D'ailleurs, si vous apprenez des choses avec cette vidéo et que vous passez un bon moment, eh bien, je vous encourage à me soutenir. Pour me soutenir, vous avez tous les liens partenaires, les liens d'affiliation, et puis aussi la façon la plus efficace de me permettre de continuer mon travail, c'est tout simplement avec Tipeee. Donc merci bien évidemment à tous mes tipeurs qui me font vivre et qui me permettent de continuer comme ça chaque semaine à vous faire des tas de vidéos. Et merci aussi à ceux qui ont envie de passer le cap et d'avoir comme ça accès à des vidéos en accès anticipé. Toute la série Gathering Storm qui viendra bientôt sera en accès anticipé pour les tipeurs. Voilà, merci à vous et bon visionnage. Alors on va terminer sur la partie qui me semble le plus importante, c'est la bataille de la mer Néant. Donc en fait, on nous dit que Greg, donc le Kroot, eh bien, ne parle jamais de la technologie Kroot, alors que pourtant, eh bien, les Kroot en fait se baladent à travers les sphères de guerre Kroot, et les sphères de guerre Kroot sont des engins de combat spatial qui sont plus efficaces que la plupart des vaisseaux de l'Imperium. Ils sont beaucoup plus grands, plus maniables, sont plus armés et ils peuvent se déplacer beaucoup mieux. Et en fait, cette dualité entre l'aspect vraiment grossier, barbare, rustre des Kroot et leur technologie est quelque chose Drake pense que c'est quelque chose qui est, comment dire, feinté en fait. Le principe, c'est que les Kroot se plaisent à faire penser à l'humanité qu'ils sont une sous-race et que ils sont simplement intéressés par la nourriture, juste manger, se battre, etc. Mais qu'en fait, eh bien, au contact justement de Greg, eh bien, Drake a appris à reconnaître en fait des traces d'humour très fines dans l'esprit justement des Kroot, et il se dit que c'est forcément quelque chose que les Kroot cherchent à cacher à l'humanité, peut-être même au taux aussi, c'est quelque chose qu'on peut déduire, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui mérite d'être exploré. Et derrière ce côté un peu rustique, on peut encore une fois peut-être faire le constat avec les exodites où on peut se dire oui voilà, c'est juste des paysans, ouais, mais c'est des paysans avec une technologie bien supérieure et peut-être un degré de conscience aussi peut-être un petit peu supérieur à ce qu'on veut bien leur prêter. En tout cas, ça c'est assez certain. Donc ensuite, il y a un petit passage qui est assez amusant. Donc une fois, eh bien, Drake était en train d'essayer de soutirer des informations à un ambassadeur sur la forteresse noire. Et en fait, eh bien, le Kroot l'a surpris, en fait, l'ambassadeur a empoisonné le verre de Drake et il s'est mis à déchiqueter l'ambassadeur. Et quand un Kroot a déchiqueté quelqu'un, après, il le mange, tout simplement. Et le problème, c'est que comme ils avaient tous les deux abusé un peu de la Masek, eh bien, ça a eu un effet très étonnant sur le Kroot. Et le Kroot s'est mis à chanter, eh bien, une légende qui est la légende de la création, tout simplement, de leur espèce et de leur planète. Alors, je vais essayer de vous résumer un petit peu ça. Donc, c'est avant l'aube du cosmos, Vok, la chasseresse, errait seule, échafaudant son grand dessein. Puis après des éons de périple, Vok rencontra un autre dieu, Gmork, le destructeur, dans le marasme de la mer Néant. Alors, évidemment, quand on entend Gmork, on ne peut pas penser à autre chose que Gork ou Mork. Gork et Mork, peut-être que c'est justement avant que Gork et Mork ne se séparent, et on avait cette entité primordiale des orques, donc Mork, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc la déesse Vok, quand elle a rencontré Gmork, elle lui a dit « Ah, tu es un dieu formidable, gère depuis tellement d'années dans le vide de cet univers, viens avec moi, maintenant que je sais que d'autres dieux existent, nous allons pouvoir créer un univers. » Et Gmork, tout simplement l'a regardé, a rigolé et a commencé à l'attaquer. Donc ils se sont battus, ils étaient de force égale, donc le combat était assez difficile. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que de leur combat, eh bien, il y avait tellement de puissance qui se dégageait, c'est que Vok a commencé à se rendre compte que à chaque coup que
que portait Gmork, eh bien, il déchirait la trame de la réalité, plus ou moins, et que de ces failles en fait dans l'espace sortait de la lumière. Et au fur et à mesure, chaque coup porté créait de la lumière, et cette énergie se transformait en soleil, en cosmos, en énergie. Et elle a du coup dit à Gmork, hey, regarde, on a un pouvoir colossal de création, regarde, c'est merveilleux, nous sommes en train de créer des univers, un monde, une galaxie, je ne sais pas quelle notion c'est, mais Gmork en fait ne voulait rien savoir, et par 20 fois, elle l'a supplié d'arrêter, et par 20 fois, il refusa et doubla ses efforts. Malgré tout, eh bien, la déesse en fait profita de leur équilibre de force pour forcer Gmork à créer de plus en plus de choses, et c'est ainsi qu'elle créa plus ou moins sa vision d'un univers dans lequel il y avait des choses, donc des planètes. Alors les planètes, on nous explique même que Gmork en fait, quand il tapait à travers les soleils, ça explosait les soleils et que ça créait des petites particules qui devenaient les planètes. Alors malgré tout, à un moment donné, Vok a été lassé et s'est dit mais au final Gmork va finir par détruire ce que nous venons juste de créer, et comme il ne va pas réussir à s'arrêter, il faut absolument que je le contraigne à s'arrêter, et elle l'a mordu à la gorge, un peu en mode vampire, et le sang du dieu Gmork a coulé dans sa gorge. Alors quand elle a senti ça, elle a senti tout le côté négatif et la corruption qu'il peut y avoir dans Gmork, donc elle a essayé de le recracher, mais malgré tout, il y a une goutte qui est tombée dans son gosier, c'est très romanesque, et ça lui a donné des pouvoirs, un pouvoir beaucoup plus grand. Et ce pouvoir, ça lui a permis de chasser Gmork. Et Gmork s'en est trouvé projeté en fait dans le néant. Donc qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que c'est à ce moment-là justement peut-être qu'il s'est séparé en Gork et mort? Voilà, on ne sait pas. Et ensuite, le mal en Vank se propagea, et elle comprit que le sang divin l'avait empoisonné. Alors elle se retourna vers le monde au centre de son grand dessein qu'elle appela Pech, donc Pek, la planète des croûtes, et se posa à sa surface. Elle étendit ses ailes sur la terre, forma des montagnes avec ses eaux et des forêts avec ses plumes, puis dans un dernier soupir, elle vomit un immense vol d'aigle dans les cieux. Donc elle a sans doute donné naissance justement aux croûtes. On voit l'illustration, c'est assez amusant. Donc il a fait quelques recherches, donc bien sûr il se doute qu'il doit y avoir une notion entre Gmork et puis les orques, donc peut-être qu'il s'agit là de la première rencontre entre la race des croûtes et la race des orques. Alors est-ce qu'il y a une parenté peut-être commune à un moment donné? Parce que s'il y a du sang un peu orque qui a été à l'intérieur en fait des croûtes, on peut imaginer que voilà. Alors c'est tout le problème entre le côté que scientifique, où on peut imaginer que ce sont des espèces biologiques qui se développent et où on va mettre du mysticisme dessus, et nous sommes dans Warhammer 40 000, les dieux existent, donc le mysticisme existe, les races sont créées par les divinités, donc peut-être qu'en effet les croûtes ont été créées par une fusion de leurs dieux, donc Vok et de Gmork à l'époque. Voilà. Donc en tout cas c'est assez intéressant, mais ce qu'on sait, c'est que quand Drake justement a essayé d'en apprendre plus, depuis ce passage-là, le Croûte Geek n'a jamais voulu redonner d'informations, et au contraire il s'est même plutôt refermé. Donc ça veut dire qu'il y a une grande profondeur derrière les croûtes, et moi j'ai jamais aimé les croûtes, hein. C'est vrai que quand j'ai découvert le codex Tau à l'époque, j'aimais bien le côté très technologique des Tau, après le côté croûte qui était vraiment très léger avec juste des barbares de corps à corps. Bon, fallait des unités de corps à corps un petit peu quand même, voilà, fallait montrer qu'il y avait l'Empire Tau qui assujettissait en fait d'autres espèces, typiquement les croûtes, et s'en servait comme mercenaires, mais c'était pas plus développé que ça. Mais là, j'avoue qu'avec ce côté-là, ce côté connaissance qui est caché un petit peu, ça donne de profondeur. Et c'est tout ce qu'on demande à un jeu et à un ouvrage comme ça, c'est de donner un petit peu plus de profondeur pour aller au-delà de juste du combat, et les croûtes sont balèzes et puis ils mangent leurs adversaires. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là parce que la vidéo est déjà plus longue que ce que je pensais faire. Donc la suite, dans un prochain épisode, pas forcément la semaine prochaine, on va voir en fonction de comment je m'organise, mais j'espère qu'en tout cas ça vous a plu et qu'on apprendra comme ça de plus en plus de choses sur les espèces Xenos. Merci encore à Ragnar qui m'a permis de faire cette vidéo, et puis voilà, rendez-vous dans une prochaine. Allez, à bientôt. Pensez à liker, à vous abonner si vous aimez mon travail, pensez aussi à mettre un petit coup de Tipeee, c'est comme ça que je vis tout simplement, c'est comme ça que je peux continuer à vous faire ce type de vidéos, donc voilà, pensez à ça. Merci à vous tous et à bientôt. Salut, bye.